Bonjour à tous. Véritable pilier de la vie économique africaine, les PME peinent toujours à trouver les financements nécessaires à leur croissance. Elles font face sur le terrain à des obstacles qui les empêchent d'accéder au crédit et ainsi de déployer pleinement leur potentiel de développement. L'accès limité au crédit bancaire nécessaire pour le démarrage, la survie, voire la croissance de leur activité est l'un des principaux problèmes qui se posent aux petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Dans la plupart de ces pays, les banques se montrent réticentes dans l'octroi de crédit aux PME. Et pourtant, de nombreux experts soulignent que les banques africaines sont très liquides. Dans ce cas, comment expliquer cette frilosité des banques à financer les PME? Quels sont les principaux obstacles à l'investissement des petites et moyennes entreprises? Mais à qui la faute? Aux institutions bancaires ou aux entreprises elles-mêmes? Y a-t-il d'autres options de financement outre les banques qui s'offrent aux PME? Quelles sont les perspectives d'amélioration d'une telle situation? Eh bien, nous allons mener la discussion. Merci à tous de nous rejoindre sur SICA, le plateau, juste après ceci. Difficile accès au financement des PME, quelle alternative possible pour les entreprises? C'est le thème de ce numéro d'Espace Éco. Et pour l'aborder, j'ai avec moi sur ce plateau M. Stéphane Kenom-Zontounou, bonjour. Bonjour, M. Crépy. Vous êtes spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Également sur ce plateau, Servais Afouda, bonjour. Bonjour. Géographe, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Parakou au Bénin. Vous êtes également le directeur administratif du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale l'ARES au Bénin. Docteur Afouda, bienvenue. Merci à vous de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, les petites et moyennes entreprises invoquent souvent les difficultés d'accès au financement comme le principal obstacle à leur développement. Est-ce également votre point de vue, M. Zontounou? Merci beaucoup, M. Crépy. Je pense que l'accès au financement est un défi pour les PME et cela justifie en partie les défis donc, de croissance auxquels ces entreprises font face. Mais cela étant, il faut dire quand même qu'il y a des préalables qui font que ces entreprises rencontrent ces difficultés-là d'accès au financement. Parce que lorsqu'on parle d'entreprise, il faut dire que l'investisseur, le porteur de projet lui-même, doit pouvoir apporter, puisque c'est son projet, puisque c'est son entreprise, il doit pouvoir déjà apporter, disons, sa part pour le financement. Et donc, le financement externe qui doit venir, doit juste lui permettre de grandir. Et la plupart du temps, malheureusement, il faut noter que les porteurs de projets, soit de façon impulsive, se lancent dans la création et sans mesurer vraiment les risques et les facteurs clés, sans maîtriser les facteurs clés de réussite dans leur secteur d'activité. Et de fait, il y a même certains préalables que les entreprises doivent remplir au fur et à mesure de leur développement qui ne sont même pas réalisés. On va y revenir certainement au cours de cette émission. Et toutes choses en fait qui font que dans la pratique, il y a des difficultés, effectivement, donc d'accès au financement qui, ma foi, freinent véritablement la croissance de ces entreprises-là. Monsieur Afouda, est-ce qu'on peut dire que le difficile accès au financement constitue un frein au développement ou à l'existence même, la création des petites et moyennes entreprises? Oui, de toute évidence, oui. Mais la question est de savoir pourquoi c'est difficile, cet accès au financement. N'oublions pas que si on parle des banques, c'est l'argent épargné par les ménages qui s'y sont déposés et peut-être d'autres entreprises qui ont suffisamment de liquidités qui vont mettre et rentabiliser leur capital. Bien sûr. Mais dans tous les cas, pour qu'une banque prenne le risque de prêter de l'argent à un entrepreneur, il y a une évaluation des risques
de rentabilité au niveau de cet entrepreneur. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde tous les critères de gestion des risques, ce qui frappe les pays africains, dont le Bénin, c'est l'environnement international. C'est-à-dire que les forces exogènes sont telles que les banques ne se donnent pas l'opportunité ou le savoir-faire pour que celui à qui on prête l'argent puisse rentabiliser ça à coup sûr. Ça, c'est le premier élément. Il y a aussi des forceurs internes, comme le disait le collègue sur le plateau, c'est normal. Il faut savoir d'abord ce que c'est qu'un entrepreneur. La vie d'un entrepreneur, c'est celui qui gère le risque au quotidien. Et si on n'a pas les dimensions de l'entrepreneur, se jeter dedans, c'est pas aussi évident. Ça renvoie après aussi à la formation. Est-ce qu'on est formé pour être entrepreneur ou bien on acquiert l'esprit d'entrepreneuriat? Maintenant, les forces exogènes, il y en a énormément. Elles sont d'envergure mondiale, elles sont régionales et puis elles sont aussi nationales. Donc ces forces exogènes, même lorsque on a la chance d'avoir de quoi investir, ce n'est pas toujours évident que l'entreprise vive longtemps. Le taux de mortalité des entreprises au Bénin est des plus élevés de la sous-région. Donc c'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce que les banques hésitent à financer les entreprises? Il y a trop de risques dans les entreprises et selon des secteurs encore. Il y a des secteurs qui sont plus risqués que d'autres. L'agriculture est risquée au Bénin. Et en termes de forces exogènes, c'est énorme ce qu'il y a dans le domaine agricole pour que les entrepreneurs, les entrepreneurs n'ont pas de crainte et puis n'y croient pas sur le long terme, ça pose le problème d'investir. Et si on creuse un peu du côté des forces exogènes pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre un peu ce que vous y mettez? Je vous dis, la question qu'il faut se poser, vous voyez le nombre d'ingénieurs agronomes conformes au Bénin, spécialisés en production végétale ou production animale, mais ils ne prennent pas le risque de s'investir dans le secteur agricole. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. C'est moins cher d'importer un poussin d'un jour aujourd'hui de l'Europe que de le produire au Bénin. C'est une évidence. Donc, si vous avez ça comme projet et que vous allez voir un banquier ne vous prêtera pas de l'argent. C'est ce que vous voulez dire, c'est que dans un contexte de globalisation, de mondialisation, la concurrence est rude, ce qui ne favorise pas forcément... la concurrence est rude pour tout le monde, mais c'est vrai que il y a des avancées en termes de gestion de la concurrence. Les Occidentaux qui ont pu asseoir la stratégie de mondialisation ont une avance énorme sur nous. Pour gérer la concurrence, il y a des secteurs qui sont difficilement maîtrisés au Bénin et en Afrique. Le secteur de l'énergie. Si vous n'avez pas l'énergie à moindre coût, comment est-ce que vous voulez produire pour exporter? Autant d'éléments qui sont des forces exogènes qui montrent que ce n'est pas toujours facile. Et ces paramètres, on les occulte lorsque on taxe les banques de ne pas vouloir financer. Un banquier est là pour rentabiliser son argent. Et ce n'est même pas son argent, c'est l'argent de ceux qui ont déposé. C'est l'argent des déposants. Donc, autant d'éléments qui montrent que l'analyse doit être systémique, globalisant et savoir en termes de, lorsqu'on est un pays, lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on est un pays, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire individuellement? Et ce qu'on ne peut pas faire individuellement, qui est un problème que rencontrent tous les autres, comment on reste ensemble pour gérer ce problème? Donc, il y a la force du groupe qui doit pouvoir primer dans le contexte de mondialisation. Alors, Stéphane Kenom-Zontono, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, cette frilosité des banques à financer les PME? Alors, il faut dire que, et pour rebondir un peu sur ce que M. Afouda a dit tout à l'heure, qu'il y a quand même... tout revient en réalité à l'évaluation du marché. Vous savez, aujourd'hui, il faut noter que la plupart des PME, les gens se lancent simplement sous une impulsion. C'est-à-dire qu'ils ont une difficulté particulière, ils ont peut-être vu quelqu'un qui a investi dans un domaine donné, et puis ils veulent juste copier, sans même avoir les préalables nécessaires. Un premier préalable, c'est une meilleure connaissance du domaine dans lequel je veux investir. Et M. Afouda, tout à l'heure, il a évoqué des facteurs exogènes que
j'intègre personnellement dans les facteurs internes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je vais investir, par exemple, dans un domaine donné, je dois pouvoir m'assurer que la disponibilité, est-ce que j'ai l'énergie à un coût qui me permet d'assurer une rentabilité? Parce que nous sommes déjà sur un marché globalisé. Donc, ce n'est pas... je sais que le poussin qu'on importe, d'accord, peut, par exemple, revenir relativement moins cher. Alors, il apparaît donc... Il me revient en tant que porteur de projet d'évaluer donc les risques et de voir quels sont les facteurs clés de succès sur lesquels je peux interagir pour rentabiliser en fait l'activité si je veux investir par exemple dans ce domaine d'activité. Cela s'entend parce que, comme il a notifié, la banque prend l'argent d'autres personnes. Et la banque, un banquier, c'est un commerçant de l'argent. Donc, il n'est pas là pour les beaux yeux d'un entrepreneur, fut-il un promoteur qui rêve, parce que lui, il est là pour rentabiliser, parce que lui, son gagne-pain également, c'est à travers ce commerce de l'argent qu'il fait. À partir de ce moment-là, la personne qui a la responsabilité première, en fait, de s'assurer que le projet dans lequel je veux me lancer est rentable, et bien sûr, c'est le promoteur. Et cela s'entend d'ailleurs que l'autre intérêt de s'assurer de cette rentabilité, c'est que le promoteur doit savoir qu'il lui appartient de mobiliser vraiment la plus grande partie normalement du financement qu'il faut. Généralement, les gens, parce que c'est l'argent de la banque, on veut se lancer sans même tester le marché, sans même, disons, éprouver ses capacités à satisfaire les besoins du marché. On veut juste maintenant prendre un bureau, acheter de grosses machines, faire de grosses installations, recruter un directeur technique, c'est-à-dire mettre un personnel pour lequel, en réalité, on n'a pas encore un marché réel, ou tout au moins on n'a pas une autre une certitude de vente, donc de chiffre d'affaires à avoir et in fine de bénéfices. Donc tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui font que la banque est forcément frileuse. Parce que, figurez-vous que vous avez des promoteurs qui vous amènent un dossier, ils veulent avoir un financement, et vous vous rendez compte que, par exemple, en termes de fonds propres, il a peut-être 20% ou juste 30%. Et ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode. Il aurait été souhaitable que, par exemple, la balance de financement soit inversée. Que, par exemple, on se retrouve à 70% de fonds propres et 30% de financement demandé. Cela s'entend simplement parce que cela requiert un certain nombre d'aptitudes en amont. Donc, est-ce que j'ai un marché? Est-ce que ce marché-là est rentable? Est-ce que je peux durablement investir et continuer à exister sur ce marché-là? C'est des préalables qui n'existent pas. Et je pense qu'il y a un aspect en termes d'accompagnement, parce que, vous savez, on n'est pas entrepreneur. Le reste, on peut avoir l'esprit d'entreprise, mais il y a des prérequis, il y a une formation. Je pense qu'il y a un environnement d'accompagnement qu'il faudra mettre en place pour permettre aux entrepreneurs d'avoir quand même ce qu'il faut et rentabiliser. On va certainement y arriver. Vous avez souligné l'aspect avoir un certain niveau de fonds propres avant de solliciter un financement. Dans notre contexte actuel, nous avons des jeunes qui sortent des universités. On leur demande d'aller à l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas forcément tout de suite quelque chose à présenter comme fonds propres. Et comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? En même temps, on voit des jeunes qui ont présenté des projets bien ficelés et qui n'ont pas été financés. Est-ce que quelque part, il n'y a pas ce sentiment de ce que la crainte du risque prend beaucoup plus le pas sur la confiance que les banques devaient normalement avoir en cette jeunesse aussi qui entreprend et qui gagne aussi? Oui, vous dites à justice ce qu'il faut, mais l'entrepreneur, c'est d'abord par rapport à l'activité, c'est une posture. L'entreprise à gérer, ce n'est pas de la théorie. Et si vous êtes entrepreneur et vous avez vraiment l'esprit entrepreneurial, vous n'allez pas chercher à paraître. Ce que disait tout à l'heure M. Kenom, c'est vrai. Mais un entrepreneur, si vous faites un parallèle entre
un entrepreneur qui est sorti celui qui a fait les grandes études d'entreprise et qui n'a pas la posture entrepreneuriale, aussi meilleur enseignant fut-il, il va tomber dans l'exercice entrepreneurial. Mais par contre, ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est ceux qui commencent très petits. Très petits. Celui qui n'a pas appris à gérer 5 000 francs et fructifier ça, si vous lui donnez 1 milliard, il va se casser la figure. Donc, c'est ce qu'il disait et je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on forme vraiment l'esprit entrepreneurial? On ne fait pas l'entreprise, on ne crée pas une entreprise parce que l'autre a créé une entreprise. Pourquoi l'autre, pourquoi pas moi? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors, c'est pour ça que je parle de posture. Maintenant, lorsque vous avez une posture d'entrepreneur, il y a une connaissance supplémentaire pour que vous puissiez être dans l'analyse du contexte, du marché. Vous avez les informations, vous savez comment les analyser, même si ce n'est pas vous qui faites les études ou bien le travail. Ceux qui vous apportent les résultats, vous regardez à travers les résultats. Si vous avez la posture d'entrepreneur, vous allez dire oui, c'est ce filon-là qu'il me faut davantage creuser. Et c'est ça la posture de l'entrepreneur. Maintenant, c'est normal, je parlais de force exogène, je parlais aussi de force endogène. Mais lorsque vous allez voir un entrepreneur et un banquier, il sait que vous n'avez jamais fait l'exercice. Vous n'avez pas un compte d'exploitation. Vous n'avez même pas l'idée de comment, a priori, vous allez utiliser le personnel que vous dites, vous allez employer. Ça pose déjà un problème. Les banques ont des batteries, je l'ai dit, d'informations à recevoir de vous et puis aussi à mettre sur le tapis pour confronter ça avec la réalité. Donc, nos banques ne nous attendons pas à ce qu'elles prennent des risques pour financer l'entreprise. Bon, maintenant, on peut être entrepreneur, et c'est de plus en plus le cas, même en Europe et dans certains pays d'Afrique, sans avoir un fonds. Souvent, on va chercher le gap qu'il faut pour monter l'entreprise à la banque. Mais même si vous avez 0 francs, il y a des astuces pour monter son entreprise. L'État vient en appui au travers d'une facilitation multisectorielle ou multiforme, mais l'entrepreneur doit avoir aussi un génie pour pouvoir pour créer son entreprise. Mais le problème que nous avons en Afrique et singulièrement au Bénin, c'est qu'on veut créer son entreprise en tant qu'individu seul. Pour dire, c'est moi, on ne fait pas confiance en l'autre. Il y a plein d'entreprises qui se sont cassées la figure parce que au départ, on a jugé opportun de se mettre ensemble et au bout du rouleau, il y a certains qui se sont trouvés très malins avec l'esprit malicieux pour casser la dynamique du groupe. Vous avez souligné 2 choses dans votre intervention, le côté formation et le côté absence de collectivité entre les jeunes entrepreneurs qui ne savent pas se mettre ensemble. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, je suis absolument de cet avis. Je suis absolument de cet avis. Et pour dire aussi que, vous savez, la formation, elle est primordiale. Vous savez, c'est comme M. Crépé, vous achetez une belle voiture que vous louez et quelqu'un vient vers vous pour dire, vous savez, j'ai été à l'auto-école, vous demandez, est-ce que vous avez pris votre permis? Il dit non, mais j'ai fait les cours et je sais conduire. Voilà, je veux louer-moi votre voiture. Et pourtant, vous l'avez pris à prix d'or. Louez-moi votre voiture, je vais vous ramener ça à la fin de la journée. Ouais. Vous réfléchirez par 1000 fois avant de lui louer la voiture. Et même, je suis sûr que vous allez refuser. C'est exactement, en fait, ce à quoi nous faisons allusion quand nous parlons de la formation. On ne se retrouve pas entrepreneur par infraction ou par accident. Il y a un certain préalable. Et le préalable, c'est déjà de faire une évaluation de soi-même, qui on est. C'est en cela que M. Servet parlait tout à l'heure de la posture d'entrepreneur. Mais au-delà de ça, il y a que... Il faut évaluer, en fait, ses capacités intrinsèques. Quand je parle de capacité intrinsèque, c'est quoi? C'est, oui, mon savoir-faire, ma connaissance du domaine, mais également mon avoir en termes d'apport de capitaux que je peux mettre dedans. Et faire une évaluation diagnostique pour savoir que, ben non, par rapport donc à ce domaine d'investissement, eh bien, il faut que je m'associe à d'autres personnes.
Cela manque cruellement. Et parfois même, quand certains pensent à s'associer, et c'est pour cela que ça capote bien souvent, les gens le font sur une base de copinage. Ça ne se passe pas comme ça. Si nous voulons créer une entreprise, M. Crépy, M. Doussa et moi, eh bien, nous définissons clairement en fait les attributs. Si je dois être un associé gérant, quel est mon cahier de charge? Quels sont les résultats attendus de moi? Qu'est-ce que chacun d'entre nous mettons? Qu'est-ce qui nous reviendra en termes de dividendes ou en termes donc de bénéfices à partager? Comment est-ce qu'on va le partager? C'est des préalables en fait que la plupart du temps, quand les gens veulent se mettre en association pour créer, ces préalables-là sont bafoués. Et il se fait que les gens se disent non, nous sommes des amis. On se connaît de vieille date, on est très proches, il n'y aura pas de souci. Et ce qui se passe, c'est que à l'épreuve de la gestion, à l'épreuve de la mise en œuvre, quelqu'un se trouve qu'il est le seul à s'investir et à faire tous les sacrifices possibles, et qu'au finish, les autres ne font rien, au-delà du fait que, par exemple, ils n'ont pas amené un apport consubstantiel et tout, ou bien d'autres trouvent que, voilà, c'est eux qui ont amené le capital et ils doivent vraiment avoir la part léonine, et donc les querelles commencent et ça capote. Et donc ça, c'est vraiment un préalable que, en tant que promoteur d'entreprise, en tant que porteur de projet, je vais dire, il faut pouvoir satisfaire, se dire, est-ce que j'ai la capacité d'y aller seul? Parce que parfois, vous savez, on se discipline davantage lorsque vous savez que ce que vous gérez là n'est pas vos fonds uniquement. Et que vous avez le devoir de rendre compte à d'autres personnes également qui ont le regard sur ce que vous êtes en train de faire. Même si c'est votre jeune frère, un parent et autres, si vous considérez que vous devez rembourser, et souvent, vous savez, quand vous êtes entrepreneur, que vous êtes dans l'état d'esprit d'assistanat, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un boulot et travailler. Mais si vous allez même vers votre père, demandez-lui d'apporter un capital dans votre structure, mais en lui montrant clairement qu'est-ce qui va lui revenir. Et c'est ça, en fait, que chaque fois quand vous réveillez et que vous faites le point, vous savez que vous avez des engagements vis-à-vis de certaines personnes. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous vous présentez devant une banque, le banquier n'est pas... Les chances que vous ne soyez pas retenu sont... Alors, jusque-là, dans vos interventions, je vois que vous avez beaucoup plus rejeté le tort sur les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Mais quelque part, est-ce que la banque aussi n'est pas un peu fautive du fait des produits qu'elle propose? Tout à fait. Parce que on a comme l'impression que ce que les banques proposent comme financement ne sont pas forcément adaptés au contexte, au fonctionnement des petites et moyennes entreprises, ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément tout de suite éligibles quelque part. Docteur Afouda. Je suis d'accord avec vous. Je suis regardant un peu des performances des banques. Et puis, d'autre part, des produits qu'elles mettent sur la place. Elles mettent en place aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, pour certains secteurs donnés, n'ont pas besoin de crédit à court terme. D'ailleurs, parce qu'il y a le temps d'installation, d'investissement et puis maintenant de rentabilité à obtenir. Et puis, le plus souvent, les banques sont tellement frileuses par rapport à la nécessité de reprendre ce qu'elles ont investi que c'est des produits qui s'apparentent à ce que donne aujourd'hui de plus en plus le système de microfinance. Et dans un schéma pareil, on ne peut pas rentabiliser le capital. Mais il faut se dire par ailleurs que les banques sont les banques. On ne peut pas changer leur fonctionnement. Parce qu'une banque est là pour rentabiliser l'argent. Ce qu'il faut poser comme problème, c'est comment est-ce que on ne trouve pas suffisamment d'argent pour que les banques, en mettant des lignes de crédit, fassent face aux besoins des entrepreneurs.
les jeunes entrepreneurs, en mettant des lignes de crédit au travers des institutions et spécialisées dans le prêt bancaire, que ce soit les institutions du SF, du système de financement décentralisé ou bien même des banques, on atténue un peu le problème. Parce que si vous allez passer de l'argent, je donne un cas, pour faire une production agricole, avec tous les risques qu'il y a dans l'agriculture, et vous l'avez au meilleur des cas dans une banque, autour de 10%, je dis au meilleur des cas, ça déjà, je ne sais pas ce que vous allez produire pour que vous ayez un bénéfice de 10% et être sûr de rembourser la banque. Et d'ailleurs, dans tous les projets qu'élaborent les jeunes entrepreneurs, ils sont obligés, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne, qui permet de dire que oui, mon bénéfice sera supérieur à ce que je dois payer comme taux d'intérêt à la banque. Alors, si déjà à ce niveau, ce n'est pas sûr d'avoir un bénéfice supérieur au taux d'intérêt, c'est pas la peine de recourir à la banque. Et d'ailleurs, les banquiers ont des manières subtiles pour vérifier tout ça. Alors, maintenant, le problème qu'il faut gérer, c'est de dire comment, s'il y a des capitals avérés, on dispose ça auprès des institutions véritablement crédibles pour booster la production ou bien la production des biens et services avec les jeunes entrepreneurs. Mais là, comme on le disait, c'est la question de formation. Parce que si on met à votre disposition de l'argent, ne pensez pas que c'est l'argent que l'État vous a mis gratuitement pour que vous vous en remboursez ou pas, on ne va pas vous poursuivre. C'est cet état d'esprit qu'il faut consolider au niveau des jeunes, et normalement c'est la formation qui en amont devrait déjà être le garant de cette posture d'entrepreneur qu'on recherche. Monsieur Kenom-Zotono, on le dit souvent, et d'ailleurs au début de cette émission je l'ai dit, que les PME contribuent à la création de richesses et à la création d'emplois, au développement, en grande partie en Afrique, à près de 85-90%, on le dit. Mais n'est-ce pas un paradoxe quand, dans le même contexte, les banques ne disposent pas de produits pour financer de façon à faciliter aussi le fonctionnement de ces petites et moyennes entreprises? Tout à fait, je suis d'accord. Et je resitue le contexte pour dire que quelle que soit l'entreprise, que ce soit donc une banque ou une entreprise commerciale, de quelque sorte que ce soit, la finalité, c'est de réaliser des bénéfices. Tout à fait. Demeurer sur un marché de façon durable. Et donc, avoir en face de soi une clientèle solvable. Mais cela s'entend qu'il faudrait avoir des produits adaptés. Tout comme une entreprise commerciale qui a besoin d'avoir des produits qui répondent véritablement aux besoins de sa clientèle, la banque également a besoin d'avoir des produits financiers adaptés. Malheureusement, il faut noter que au niveau des banques, aujourd'hui, le financement classique est toujours la norme. Et il n'y a pas vraiment de produits adaptés aux besoins des PME, une sorte de mésofinance. Parce que vous savez, les PME qui sont... il y a des promoteurs quand même qui réussissent à mobiliser des fonds personnels, des fonds propres pour démarrer. Ça, c'est une réalité. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, dans notre pays ou dans la sous-région, qu'il n'y a pas de promoteurs. Ce serait venir raconter des histoires sur ce plateau. Il y a des promoteurs qui réussissent à mobiliser des fonds propres pour démarrer leur entreprise et qui, dans la phase de croissance, ont besoin de financement. Malheureusement, leur statut de PME, c'est-à-dire à la lisière, donc ils sont légèrement un peu plus au-delà des très petites entreprises, mais en dessous également des grandes entreprises. Donc, leurs conditions, en fait, ne répondent pas vraiment aux produits classiques qu'offrent les banques, parce que ces PME ne répondent plus, en fait, au guichet des sociétés de microfinance, puisque les échéances de leur financement, c'est souvent des échéances un peu trop courtes, de court terme. Mais les conditions exigées par les banques aussi ne leur permettent vraiment pas d'accéder au financement. Et donc, il se pose un problème, en fait, d'adaptation des produits financiers aux besoins des PME sérieuses, ça s'entend, et pour vraiment faire de l'accompagnement. Par exemple, vous savez, l'un des défis majeurs
Aujourd'hui, quand vous présentez un dossier de financement au niveau d'une société de microfinance, on va vous demander les états financiers. C'est pas comment je peux dire, facilement accessible ou réalisable pour des PME. Ça continue d'être encore des défis. Aujourd'hui, il serait bien que, par exemple, au niveau des banques, qu'il y ait quand même des mesures d'accompagnement, une structure qui permette vraiment d'accompagner ces promoteurs-là en matière de conseil. Et ce genre d'appui peut même être externalisé auprès donc de cabinets bien au fait de ces questions-là, avec des résultats bien définis, un cahier de charges bien défini. Cela permettra vraiment de pouvoir financer quand il le faut et de permettre aux entreprises vraiment de se développer. Donc, nous avons ce défi-là. Et l'autre chose également, M. Afouda, Dr Afouda l'a évoqué tout à l'heure, mais qui n'absout pas pour autant les banques, c'est le risque. Parce que quand nous parlons d'entreprise, le risque est présent. Cela s'entend que la banque également, en commercialisant de l'argent, prend également du risque. Même l'entreprise la plus viable peut faire face à une difficulté qui va la contraindre à ne pas pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de la banque. Cela suppose donc qu'il y a nécessité que la banque s'engage, mais que également l'État central puisse accompagner. Vous savez ce qui se fait dans le domaine de l'agriculture avec la ligne de crédit pour faciliter l'accès au financement. Cette expérience-là pourrait être par exemple également mise en œuvre, d'accord, pour d'autres secteurs d'activité. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Et les banques pourront donc, par exemple, revoir les conditions. Au lieu d'exiger, par exemple, des garanties, des sûretés un peu trop rigides, ils pourraient revoir, par exemple, les garanties demandées, les conditions et autres, pour que vraiment ce ne soit plus je t'aime moi non plus, donc je veux financer avec des conditions qui ne répondent vraiment pas aux besoins des entreprises. Oui. Alors, quand on parle de financement des PME, ce qui saute tout de suite à l'œil, ce sont les financements bancaires. Mais n'y a-t-il pas d'autres options, d'autres alternatives possibles qui s'offrent aux PME, puisqu'au niveau des banques, c'est difficile d'y avoir assez? Oui, il y a eu plusieurs alternatives par rapport à ça. Et d'ailleurs, les banques, lorsqu'on fait l'analyse, surtout pour les PME, contribuent pour à peine à 20% de financement requis pour les PME. Peut-être au niveau des moyennes entreprises, les banques interviennent, mais les micro et petites entreprises, les banques, ces types d'entreprises n'ont pas accès véritablement à la banque. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs types d'interventions. Il y a l'État même qui a des leviers qu'il actionne par ailleurs pour cette question-là, pour satisfaire un peu. On a parlé, il y a le FNPEJ, il y a même le FNDA aujourd'hui dans le secteur agricole. Et ce qui est intéressant, par exemple, lorsqu'on parle de FNDA, c'est que les particuliers peuvent... il y a plusieurs guichets, les particuliers ont accès, les institutions privées ont accès, même les communes ont accès. Les communes peuvent monter des projets pour accéder à ce type de financement pour des causes agricoles ou bien même d'aménagement permettant de promouvoir l'agriculture. Mais en dehors de ça, n'oublions pas qu'il y a des ONG qui interviennent. Les ONG spécialisées dans la microfinance qui interviennent et il y a des lignes de crédit que des partenaires techniques et financiers mettent en place soit au niveau de ces ONG ou bien au niveau même directement des structures comme FNPEJ ou FNDA dont je viens de faire expliquer. Alors, ça fait une panoplie de leviers qu'on peut actionner, mais le problème demeure parce que il faut se poser la question de savoir pourquoi, malgré tous ces leviers qu'on peut actionner pour financer les PME ou PMI, le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. Je l'ai dit tantôt, lorsque l'environnement n'est pas aussi porteur d'espoir, pour fructifier l'activité qu'on veut fructifier, c'est un autre problème. Alors, je crois que cet environnement, il faut davantage
le revaloriser, le remettre dans une posture crédible pour que lorsque quelqu'un qui sait faire l'entrepreneuriat, qui sait gérer l'entreprise, se met dans l'activité entrepreneuriale, puisse au moins s'assurer que oui, le résultat sera au bout du rouleau. Et c'est préalable, dans ce sens-là, je crois que en dehors de la formation qu'il faut déjà gérer en amont, il faut que les risques soient moins grands dans l'exercice même de l'entreprise. Le marché s'acquiert lorsqu'on sait le chercher. Et il faut déjà s'assurer du marché avant de commencer par produire le bien ou le service. Là, le marché est-il, disons, la garantie primordiale pour avoir le financement? C'est en fonction du marché que vous allez savoir quel type de produit mettre sur le marché et à quel prix. Il y a des segments du marché, il y a des niches, on parle des niches, on parle de donc, si vous avez le marché qui est garanti, la probabilité que vous ayez le financement, elle est grande. Oui, mais écoutez, j'ai dit tantôt, par exemple, qu'il y a des secteurs qui souffrent moins de financement que d'autres. Aujourd'hui, si vous êtes dans le commerce, vous savez que par rapport à la demande de vos clients, vous les avez, les gens attendent, vous faites un crédit documentaire, vous allez importer, vous allez revendre, mais la banque va vous passer de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais si vous êtes dans d'autres secteurs comme l'artisanat ou l'industrie, ou l'agriculture, pardon, mais vous n'aurez presque pas l'argent. Donc, autant d'éléments. Alors, au-delà des institutions bancaires, c'est la question que j'avais posée. Quels sont les autres types de financement qui s'offrent aux PME aujourd'hui en Afrique? Je vais répondre à cette question, mais d'abord, je voudrais répondre sur la dernière partie de l'intervention du docteur. En fait, je pense que avoir le marché n'est pas suffisant pour accéder au financement. Je suis d'accord. Donc ça, c'est un des points permettant de ressurgir pour aller à la conquête de ce qu'on doit faire. Encore faut-il pouvoir prouver que vous avez le marché. Parce que ça, c'est trop facile de dire j'ai le marché et je peux donc réaliser. Mais ceci dit, en dehors du financement classique des banques, je pense qu'il y a le financement. Vous savez, nous avons une chance magnifique en Afrique que, à l'heure d'investir, nous passons outre. C'est celle où nous avons encore cette solidarité agissante qui nous permet vraiment de compter sur les nôtres. Et donc, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que en dehors du financement classique, les promoteurs devraient pouvoir s'intéresser également à d'autres sources de financement, comme par exemple, dans leur entourage immédiat, il y a des personnes qui veulent bien fructifier leur argent, parce qu'ils ont d'autres revenus et tout, qui seraient prêts à prendre des actions dans leur entreprise. Et ça pose aussi, d'une certaine manière, je veux dire, le problème de la formation. Ça revient encore un peu. Parce que pour le faire, il lui fallu le savoir, qu'il y a cette possibilité, et savoir également comment s'y prendre. Parce que cela suppose que le capital de mon entreprise, je l'ouvre par exemple, ou que les termes, les conditions, puisque je pourrais dans ce contexte de recourir au financement privé, d'accord, avec des proches et autres, définir les conditions dans lesquelles ce remboursement va se faire et à quelle échéance. Et donc, tout ça là requiert quand même une certaine attention pour pouvoir le faire. Mais l'autre chose également, qui est un guichet très innovant, qui existe aujourd'hui, mais qui n'ignorait pas la grande majorité des promoteurs, c'est le crowdfunding, qui est le financement participatif. Et puis, vous savez, à ce guichet-là, il y a même des possibilités d'avoir du financement sous forme de dons ou prêt avec ou sans intérêt. Et ça, il faut déjà le savoir et également savoir comment s'y avoir assez. Et c'est pour ça que je dis, ça revient en amont, comment je peux dire, à la formation. Je pense que fondamentalement, en termes de structuration, d'accompagnement des promoteurs, il est nécessaire qu'au niveau de notre pays, par exemple, qu'il soit mis en place une structure, c'est-à-dire que c'est vrai aujourd'hui, pour créer son entreprise depuis votre maison ou n'importe où, vous pouvez aller en ligne et faire chose, c'est bien. Mais il y a un préalable. Le nombre, c'est-à-dire pouvoir créer 100 entreprises en 10 minutes et que
au bout d'un mois, il n'y ait plus d'eux ou du tout qui existe, ce n'est pas la peine. Donc ça veut dire qu'il pourrait avoir, par exemple, disons, un fichier où on met les aspirants à la création d'entreprise. Un fichier comme ça. J'aurais fait une réflexion à voix haute. Ou si j'ai l'ambition, je voudrais par exemple créer de l'entreprise, je peux m'inscrire au niveau de ce fichier-là et j'aurai l'occasion d'être appelé et de suivre un parcours de formation qui permet en fait d'aider le candidat à la création d'entreprise à d'abord évaluer son potentiel, qui il est, mieux se connaître et également prendre en compte les différents aspects de la création, de la gestion d'entreprise. Ça permettra en fait à l'entrepreneur de savoir avant de se retrouver face à la difficulté et ça va permettre vraiment d'augmenter le nombre d'entreprises qui pourront, après la création, vraiment rester au-delà donc d'un an, 5 ans et autres. Donc ça, c'est des pistes qui pourraient être explorées pour améliorer. Vous avez parlé il y a eu des tentatives dans ce sens, mais c'est que si je prends spécifiquement le cas du Bénin, on a trop l'esprit, on est égoïste, on ne s'ouvre pas, ça ne permet pas, et ça accroît le taux de mortalité des entreprises. Et dans l'expérience, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les petites et moyennes entreprises, surtout les micro et petites entreprises, mais au bout de 10 ans, au maximum, c'est 85% qui meurent. Et ça pose le problème de est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait comme gâchis? Vous fournissez des efforts et puis après vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route alors qu'il lui était intéressant de s'entendre, codifier l'entente de façon juridique et puis même opérationnelle et puis rester dans la durée. Il y a des communautés qui sont là. Je ne veux citer aucune des communautés pour ne pas... mais ça tient. Rester dans la durée pour minimiser les risques. Oui, en fait, ça dit que c'est même déjà, même depuis nos universités, que le bas blesse. Oui, franchement, vous savez, vous avez à l'époque, dans certains départements de nos universités où les gens qui doivent travailler la terre travaillent, ils font leur... formation, ils sont dans des salles à 90% de leur temps de formation. Ça n'a pas de sens. C'est déjà depuis ce moment-là que en fait, il y a plusieurs spécialités dans nos universités et une entreprise requiert plusieurs spécialités et donc c'est depuis ce niveau-là que déjà à l'entrée, il faut revoir également la manière de former les cadres. Alors, vous avez souligné tout à l'heure comme alternative le crowdfunding. On y reviendra forcément dans une autre émission pour en parler de long en large. Servais Afouda, est-ce qu'il faut ressusciter les banques de développement qui, dans les années 70, ont quand même connu des faillites par la suite? Est-ce qu'il faut les ressusciter aujourd'hui pour permettre aux PME aujourd'hui d'avoir aussi droit de citer dans le contexte actuel? Merci, vous posez un problème très très important par rapport à la perspective. Il y a 2 types de banques qu'il faut ressusciter. Les banques de développement et les banques d'investissement. Et je crois que c'est à partir des années 90 qu'on a tout fait pour les faire mourir. On les a fait déjà mourir, mais on n'a pas ressuscité ça avec le libéralisme qui a cours depuis 90. Mais il faut le faire, sinon on ne pourra pas tenir dans la durée face à la compétition internationale. Et les banques d'investissement, il y a toujours des délais allant jusqu'à 5-8 ans avant de commencer par rembourser. Ça permet à la structure de mieux s'étayer. Je le promets également, on y reviendra forcément, une émission spéciale sur les banques de développement. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. On a beaucoup de choses à dire, malheureusement, le temps est limité. Merci d'être passé. Stéphane Kedom Zontounou, spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Servais Afouda, géographe économiste, agroéconomiste également, je suis tenté de dire, enseignant-chercheur à l'université de Parakou au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. N'hésitez pas à apporter vos points de vue à travers vos commentaires. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.